Bienvenue dans le show du podcast Accès Succès, épisode 165. Aujourd'hui, le mythe de l'employé autonome. C'est un sujet qui est chaud, c'est un sujet qui titille le monde, puis je le sais. Puis j'ai envie de l'aborder parce que on veut tout du monde autonome. C'est le rêve de tout chef d'entreprise de dire « je veux l'avoir, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois en appel avec des clients ». Donc, puis à chaque fois, j'ai envie de vous répondre la même chose. OK, mais autonome dans quoi? Première des choses, pour décider quoi? Avec quelle marge? Et là, en général, ça reste silencieux. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter ça. L'autonomie, c'est pas un trait de personnalité, OK? C'est un résultat qu'on veut observer dans des comportements. Et aujourd'hui, je veux te partager les 4 conditions qui vont t'aider à mieux comprendre, à définir qu'est-ce que c'est qu'un employé autonome et qu'est-ce qui crée l'autonomie. Juste avant que je rentre dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants, à structurer la croissance, mais surtout, je vous aide à sortir des opérations. Donc, et je t'aide à gérer des équipes, bien évidemment. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à faire un j'aime, à venir m'écrire si tu veux. Et si tu sens que ce que je partage peut aider des personnes autour de toi, d'autres entrepreneurs, sharing is giving. Donc, je vous invite évidemment à partager l'épisode. Donc, le mythe de l'employé autonome, sujet chaud. Donc, je vais donner les 4 conditions de l'autonomie parce que c'est 4 éléments assez concrets qui vont peut-être t'aider à structurer un peu ça dans ta tête. Puis, je te garantis que si tu en as mis juste un seul ou s'il en manque juste un dans ton équipe, c'est pas généralement les personnes dans ton équipe qui sont le problème, OK? C'est plus un cadrage. Et ça, c'est facile à corriger. Je te dis pas qu'il n'y a pas de travail derrière, mais c'est corrigeable. Donc, ce que je veux qu'on travaille aujourd'hui, c'est la croyance courante qu'il est autonome, il n'est pas autonome. Et là, on va mettre une étiquette fixe. Alors, ça ne marche pas tout à fait comme ça, OK? On peut avoir les mêmes personnes dans des contextes différents. On va prendre, mettons, deux emplois différents avec des degrés d'autonomie différents. Donc, il faut toujours mesurer aussi dans le ici, maintenant et dans l'environnement dans lequel ils sont. Il y a toujours des contextes. Hein? C'est pas tranché noir ou blanc. C'est assez complexe généralement. Donc, la première question que vous devez vous poser, c'est pas qui je remplace, mais qu'est-ce qui manque dans mon cadre, dans mes façons de faire, qui est probablement tout dans votre tête, qui fait que mon équipe n'a pas un niveau d'autonomie. Puis évidemment, plus que l'équipe est grosse, plus que l'entreprise est grosse, plus qu'on a de direction, plus que ça devient complexe. Donc, l'autonomie, le mythe que je veux te partager aujourd'hui, c'est que l'autonomie, c'est pas dans l'ADN d'une personne, OK? C'est dans l'environnement que tu vas bâtir autour de lui. Et ça, c'est le fun à entendre parce que ça veut dire qu'on peut le créer, cet environnement-là. Et bien souvent, on grandit, ça va vite, on est dedans, on est la personne qui a construit tout ça, puis sans s'en rendre compte, ça a pris des proportions qu'on ne se rendait pas compte. Et finalement, on n'a pas mis en place ce qu'il fallait. Donc, la première condition pour amener un employé vers un niveau d'autonomie, OK, pour briser le mythe, c'est la clarté. Ton employé doit savoir exactement ce que tu attends de lui, pas une liste de tâches. Bien sûr, il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire et comment le faire, mais le résultat de son travail auquel tu t'attends, le standard dans lequel tu veux qu'il le fasse. Puis bien, ce n'est pas vos standards parce que vous pensez qu'ils ne sont pas capables. Et les indicateurs, autrement dit, comment tu vas mesurer ça? Et là, quand on gère des employés, ce n'est pas toujours des chiffres comme à regarder un rapport financier. On va devoir avoir des indicateurs, des fois, qui sont plus qualitatifs en comportement. Mais c'est important d'avoir cette clarté-là. Donc, le test que tu peux faire, c'est de lui demander, c'est quoi un mois réussi pour toi? Et là, on est dans une question de perspective, mais c'est important que je l'apporte parce que comment toi, tu vois les choses? Bien, l'employé qui ne pense pas comme toi, parce que ce n'est pas un entrepreneur, ne voit pas nécessairement les choses de la même façon que toi. Donc, en posant cette question-là, déjà, tu amènes, c'est quoi sa perspective à lui? Comment il voit ça? Et s'il est capable de donner une réponse super claire rapidement, en 30 secondes, 1 minute, bien, tu vas savoir si c'est clair pour lui versus si c'est flou, bien là, tu vas peut-être te rendre compte que tu n'as pas donné assez de clarté. Donc, ramenez ça toujours à vous et non à eux.
vous êtes le leader, vous avez un rôle, vous avez quelque chose à transmettre et c'est pas pour vous taper sur la tête, mais c'est juste des signes pour vous faire réaliser qu'est-ce qui est encore à faire comme travail. Et c'est à faire. Si vous ne le faites pas, vous acceptez que vous allez vivre la misère, puis la boucle, puis la dynamique de l'employé qui sera jamais autonome et qui va dépendre de vous. Donc ça, c'était la première condition. Maintenant, la deuxième condition, la compétence. J'en ai parlé, j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps. Oui, la compétence, c'est important. Puis il n'y a pas juste la compétence, mais il faut en prendre en considération. Donc, une autonomie sans compétence va ultimement amener des mauvaises décisions et on va sauter peut-être à la conclusion que la personne n'est pas autonome. Maintenant, est-ce qu'elle a la capacité et les compétences pour le faire? C'est la première question à laquelle vous devez répondre. Et souvent, on va confondre, il y a des nuances entre les deux, mais on va confondre l'autonomie avec la débrouillardise. C'est pas la même chose. Donc, on peut être débrouillard, puis prenez quelqu'un dans un environnement qui n'est pas de travail à la maison, on peut être débrouillard, puis ça ne veut pas dire parce qu'on a du génie pour penser comment on pourrait faire quelque chose, qu'on est nécessairement autonome dans tout ce qu'il y a à faire. Donc, avant de valider la compétence, avant de demander l'autonomie, la personne est-elle capable, a-t-elle les compétences? Et la beauté avec le manque de compétences, sincèrement, c'est le plus beau problème que vous ne pouvez pas avoir parce que la seule et unique façon de corriger une compétence, c'est de donner de la formation. On s'entend que ça prend un diplôme universitaire parce qu'il faut faire une étude en génie. Allez pas mettre quelqu'un dans un poste de génie qui n'a pas fait des études en génie, mais quelqu'un qui n'a pas les compétences, on les forme. C'est la solution la plus facile aussi à faire. Évidemment, il faut que la personne ait du bon vouloir de suivre la formation. Donc, avant de demander l'autonomie, on doit s'assurer en tant que leader qu'on a validé est-ce que la personne a la compétence pour les responsabilités que je lui demande d'accomplir. Donc, en fait, on va déléguer, puis c'est ça que je veux vous rappeler, c'est qu'on ne va pas déléguer une décision à quelqu'un qui n'a pas la connaissance pour la prendre. Vous allez les mettre en posture d'échec quand vous faites ça. La personne ne sera pas confortable ou va prendre des mauvaises décisions, va prendre des risques pour lesquels vous allez faire les frais ou l'entreprise va en faire les frais. Ça met de la pression énormément sur la personne qui veut bien faire, mais n'est pas capable de le faire. C'est pas winner pour personne. Donc, c'est important, ça, c'est pas de l'autonomie, c'est de l'abandon, là, quasiment. Donc, on les abandonne à eux-mêmes. Donc, soyez conscients de ça. C'est votre responsabilité d'aller valider la compétence. Maintenant, la troisième condition qui est super importante à prendre en considération, c'est le contexte. Je l'ai dit d'entrée de jeu au début, une même personne dans des contextes différents pourrait avoir un niveau d'autonomie complètement différent. Donc, et souvent, c'est l'erreur qu'on fait, on va engager quelqu'un, on va aller recruter quelqu'un de super compétent qui performait super bien ailleurs. Il arrive dans votre entreprise, puis vous avez l'impression que peut-être la personne, finalement, ah, mais écoute, m'en as-tu passé une? Elle avait de l'air super hot, puis finalement, j'ai l'impression qu'elle ne l'est pas. Le contexte est différent. Donc, dans quel milieu la personne opérait avant versus dans lequel elle opère maintenant, c'est deux choses. Puis peut-être qu'elle opérait dans un milieu super désorganisé avant, puis elle était moyenne, puis elle est excellente chez vous, et vice-versa. Donc, sans contexte, on ne peut pas parler d'exécution, OK? Donc, avant le contexte, il faut avoir un peu de jugement. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est livrer dans les temps. C'est l'exemple que j'ai envie de vous partager. Donc, on veut livrer dans les temps, et on veut couper, mettons, la qualité. Donc, livrer dans les temps en protégeant la marge de 30%. Donc, ça va amener des décisions différentes. Vous comprenez? On peut juste dire, je veux que tu livres dans les temps, mais on peut aussi rajouter une variable à ça. Donc, le contexte transfère le jugement. Sans jugement, il y en a qui appellent ça le gros bon sens, il n'y a pas d'autonomie. Donc, vous devez vous assurer, là, c'est un petit peu plus complexe que je viens de vous expliquer. Vous devez vous assurer dans quel contexte. Et c'est un mélange des autres choses que je vous ai nommées, évidemment, des autres conditions. Donc, il faut les mettre en relation, bien évidemment. Donc, donner du contexte, c'est pas un extra. C'est important. Et là, dans ce contexte-là, dans l'exemple spécifiquement que je viens de vous donner, on a été clair aussi. On a mis des marges, on a mis des chiffres, on a mis un standard à atteindre. Donc, plus vous allez être clair, plus vous allez être précis et mettre le contexte dans lequel vous voulez qu'il fasse le travail, plus la personne va être capable de développer la capacité d'être autonome. Donc, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui exécute des ordres, donc, fais ça, et quelqu'un qui va être capable de porter l'imputabilité, les décisions
avec toi de ton entreprise dans le carré de sable que tu vas avoir établi pour cette personne-là. Tu ne veux pas qu'elle prenne des décisions exécutives, mais tu veux qu'elle soit capable, dans le cadre de son rôle, qu'elle puisse prendre des décisions sans toujours venir te déranger pour te poser des questions, pour savoir, je vais le mettre ça à droite ou je vais le mettre ça à gauche. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Et finalement, la quatrième condition, c'est là, il faut arrêter de chercher tout le temps l'excellence, la perfection chez tout le monde. Vous n'êtes pas parfait, premièrement, vous autres, dans un premier temps. Donc, vous devez donner un peu la permission à la personne de se tromper. Elle va se tromper. On ne veut pas qu'elle se trompe à répétition, mais comprenez que vous en avez fait des erreurs et l'apprentissage se fait avec des erreurs. Et c'est vraiment inconfortable en tant qu'en chef d'entreprise, je le sais, d'accepter ou de permettre que nos gens se trompent quand on sait très bien que des fois, l'impact de ça, c'est de l'argent. Donc, mettez en place ce qu'il faut pour qu'on va limiter les dégâts, mais permettez qu'il y ait des erreurs. C'est plat, personne n'en veut, mais ça fait partie de la courbe de croissance et d'apprentissage. Donc, si l'employé craint de se faire couper la tête, je suis un peu raide, là, mais à la moindre erreur, il ne deviendra jamais autonome. Il va avoir cette insécurité profonde, il va constamment être en train d'aller vous voir pour valider, pour s'assurer qu'il prend la bonne décision, que c'est correct, que vous êtes d'accord, pour ne pas se faire chop-chop, pour ne pas se faire taper sur la tête. Donc, on ne veut pas créer ce monde de terreur-là. Gérez-vous, allez visiter ce que ça vous fait vivre, travaillez cet aspect-là, c'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. On va travailler ces fondements profonds-là qui vous habitent, qui révèlent une partie de vous que vous n'avez peut-être pas adressée, mais vous devez laisser l'espace à ce que les gens puissent se tromper. Bon, il y a un dicton, vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est comme le boss qui va te dire, écoute, ici, tu as le droit à l'erreur, first rule, tu as le droit à l'erreur, parfait. Par contre, deuxième chose, tu n'as pas le droit de faire 2 fois la même erreur. C'est un peu, dans le sens que ce que je veux dire avec ça, c'est permettez l'erreur, mais non plus ne tolérez pas des erreurs à répétition pour des mêmes choses. Et là, c'est là où il faut faire la nuance entre c'est une erreur normale, elle est en train d'apprendre, OK, c'est nouveau comme responsabilité, comme tâche, versus, mais là, ça fait 6 mois qu'elle est là, puis ça fait à peu près 4 fois par mois qu'elle fait la même erreur. Là, on n'est pas à la même place et on doit l'aborder d'une différente façon. Mais vous devez, vous laisser cet espace-là de laisser la permission à l'erreur de se tromper aux personnes. Donc, c'est pas un « je tolère, je flotte ». Je le répète encore une fois, c'est une zone qui est très explicite. Quelle décision? Dans quelle limite? Qu'est-ce qui arrive s'il y a une erreur? Donc, l'apprentissage, il ne faut pas qu'elle devienne une punition. Par contre, l'erreur à répétition devient une problématique qu'il faut gérer autrement. Et je ne vais pas adresser ça aujourd'hui. Donc, si tu veux, on donne la permission de se tromper, si tu veux du monde autonome, demande-toi encore une fois cette question-là. C'est quoi la dernière erreur honnête que quelqu'un de ton équipe a faite et comment tu as réagi face à ça? Parce que ton équipe, elle, va s'en rappeler comment tu as réagi et c'est ce qui va définir s'ils vont oser, la prochaine fois, prendre nos décisions ou venir te voir et attendre que tu valides la décision qu'ils s'apprêtent à faire. Donc, c'est les 4 contexte que j'avais pour toi aujourd'hui pour défaire le mythe de l'autonomie. C'est pas une utopie, l'autonomie. Il y a des entreprises qui arrivent parfaitement à le faire. Ils ont des solides postures de leadership. Ils ont du travail, ils ont des systèmes, ils ont des structures en place et c'est ce que ça prend pour y arriver. Il y a une courbe d'apprentissage, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous allez avoir à géométrie variable. Il y a des employés qui vont devenir autonomes plus rapidement que d'autres. C'est la réalité du milieu. Et il y a plein d'autres facteurs qui vont interrelier. L'expérience de la personne, la maturité, la sagesse, l'éducation. On voit des différences. Ceci dit, il y a plein de diamants bruts qui demandent à être polis et à devenir autonomes. Mais ça va être le reflet de votre monde intérieur et de comment vous gérez ça. Vous faites face à ça pour leur laisser l'opportunité de devenir autonome dans votre organisation. Donc, encore une fois, l'autonomie, ce n'est pas un trait, c'est un résultat que l'on veut observer. Et les 4 conditions vers l'autonomie, c'est la clarté, la compétence, le contexte et leur donner la permission de se tromper. Et s'il en manque une, tu gardes, encore une fois, tu les gardes dans la mauvaise direction. Donc, on veut travailler de fond sur les 4 d'entrée de jeu. Donc, si tu refais juste une chose aujourd'hui, l'autonomie de ton équipe, c'est pas un sondage à penser, c'est un cadre que tu dois construire et c'est ta responsabilité à toi de le faire, de le bâtir pour eux. Alors, je termine avec ça. Encore une fois, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de développer les skills, tu as envie de mettre ça en place dans ton entreprise,
de bâtir une équipe autonome, tu sens que tu as peut-être des angles morts, tu as besoin d'aide pour le faire, c'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. Alors, je t'invite à réserver un appel avec nous. On va regarder comment est-ce qu'on peut t'aider, si la méthode Lead Focus est vraiment la meilleure solution pour toi. Si ça l'est pas, on va te le dire. Et si ça l'est, on va te proposer comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Alors, sur ça, je te remercie. Je te remercie d'avoir été là. Encore une fois, si tu penses que cette vidéo-là peut servir plein de gens autour de toi, d'autres entrepreneurs, partage. Sharing is giving. Je vous dis merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine.